De la mi-journée à la une de ce vendredi, les sang a de nouveau coulé au Nord Kivu, plus précisément à Beni. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été grièvement blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé dans un moulin au marché de la cellule Makampane. Le fait se sont déroulés le mercredi dernier. Les victimes, toutes, sont prises en charge par le gouvernement provincial. Le détail dans un instant. Et justement, par rapport à cette explosion, une enquête est déjà ouverte par le service de sécurité spécialisé pour lever toutes les zones d'ombre et aussi arrêter les auteurs ainsi que leurs complices. Le précision avec le gouverneur militaire au cours de ce journal. Et enfin, dernier virage avant l'arrivée du pape François en RDC. Les souverains pontifs arrivent dans pratiquement 3 jours. Les réunions se multiplient pour s'assurer de l'évolution de préparatifs d'accueil. Le Premier ministre a réuni aujourd'hui toutes les commissions préparatoires pour une dernière évaluation. Une communication importante liée à l'accès sur le site est attendue dans les heures qui suivent. Et voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Et je le disais en titre, le sang a de nouveau coulé au Nord Kivu, plus précisément à Beni. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé dans un moulin au marché de la cellule Makampane. Le fait se sont déroulés le mercredi dernier. Les victimes, toutes, sont prises en charge par le gouvernement provincial. Suivant. Bombe artisanale fait 18 blessés au marché de Kalinda en ville de Beni. Il était 18h local lorsque l'explosion s'est produite le mercredi 25 janvier 2023. Le bilan, selon la police locale, fait état d'au moins 18 personnes blessées, en majorité des femmes. Des victimes ont été acheminées à l'hôpital général de référence de Beni pour des soins appropriés. Il s'agit d'une bombe artisanale qui avait été bien piégée pour une attaque terroriste. Les sources concordantes parlent d'un jeune homme qui aurait logé cet engin explosif dans un moulin au quartier Kalinda, dans un marché situé dans l'agglomération de Makampane à Beni, dans la province du Nord Kivu. 2 explosions meurtrières des bombes dans moins de 2 semaines dans la province du Nord Kivu. Trop, une enquête est déjà ouverte par le service de sécurité spécialisé pour lever toutes les zones d'ombre et aussi arrêter les auteurs ainsi que leurs complices. De précision dans ce message de compassion lancé par le gouverneur militaire du Nord Kivu. On l'écoute. Compatriotes, c'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Makampagne, au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Beni, dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet énième acte terroriste attribué une fois de plus aux ADF MTM fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises, la nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Une équipe du Fonds national de promotion des services sociaux séjourne depuis le mercredi dernier en Ituri. Reçue par le gouverneur militaire, cette délégation est allée finaliser l'élaboration du plan social de la province de l'Ituri, articulé autour de l'identification des besoins de la population. Suivant. National de promotion et des services sociaux
séjourne à Bunia depuis ce mercredi 25 janvier 2023. Conduite par les directeurs de cabinet adjoints au ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires, cette délégation a été reçue par l'autorité provinciale dans son cabinet de travail. Leur échange a tourné autour de la finalisation de l'élaboration du plan social provincial. Eddy Mukuna souligne que ce plan est un outil capital dans le social. Cependant, il s'est dit confiant de l'implication de l'autorité provinciale pour la reçue de cette finalisation au profit de la province de l'Ituri. Nous sommes revenus en équipe avec les membres du Fonds national de promotion et de services sociaux qui m'accompagnent. Donc nous sommes donc venus finaliser ces documents-là qui fait partie intégrante du plan directeur provincial de développement. Nous pensons que dans le délai qui nous est imparti, nous pourrons terminer ce travail pour lequel nous sommes là. L'autorité nous a rassurés de son appui, étant donné que lui-même attendait cet outil qui est très important pour la province dans le domaine social. Donc il nous a rassurés qu'il va mettre à notre disposition tout ce qu'il faudra pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Ici de noter que c'est en octobre dernier que cette équipe était en Ituri pour l'élaboration du dit plan avec la cellule technique provinciale. Insécurité en Ituri, l'Église catholique veut jouer à la médiation pour le retour définitif de la paix. L'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi, dépêché en urgence à Kinshasa, l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Ces prélats catholiques proposent déjà un dialogue intracommunautaire pour faire une évaluation de la situation sécuritaire dans ces coins du pays. On l'écoute. Tout ce qui se passe en Ituri, les atrocités de toutes sortes, cela nous préoccupe, me préoccupe au plus haut point. Ainsi, j'ai estimé qu'il était important que je puisse échanger autour de cette problématique avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour voir ensemble comment conjuguer les efforts du côté institutionnel avec les côtés civils, les côtés ecclésiastiques, comment conjuguer les efforts pour proposer quelques pistes de solutions afin de restaurer la paix, la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Notre apport, c'est de lancer régulièrement des messages de paix, des messages de vivre ensemble. En fait, ceux qui se battent sont des frères. Les groupes armés tirent sur leurs propres frères et sœurs, créent une situation de détresse humanitaire et ce n'est pas normal. Et à notre niveau comme Église, nous devons condamner, dénoncer ce genre de comportement et inviter les uns les autres à pouvoir se réconcilier pour restaurer, rétablir le vivre ensemble, rétablir la sécurité, la paix dans notre région. C'est ainsi que nous avons préconisé notre contribution et au gouvernement en termes de dialogue intracommunautaire, c'est-à-dire que chaque communauté de la province de l'Ituri puisse se retrouver, tous les membres puissent se retrouver pour faire une évaluation sans complaisance de ce qui se passe sur le terrain. Quelle est ma part de responsabilité? Les membres de différentes sociétés civiles appellent à s'approprier la nouvelle politique de la défense nationale présentée dernièrement à la population. Appel lancé au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Plus de précisions dans ces reportages signés Anastasie Doumbou. L'engagement de jeunes et femmes dans l'armée, la société civile dans la défense de la nation, à travers les temps, les services de la communication de l'armée en période de guerre, c'est autour de ces différentes matières exposées par les intervenants à travers la dynamique de veille et des sursauts patriotiques en soutien au FARDC et pour la cohésion nationale, voudrait réfléchir au cours de cette conférence sur l'appropriation par la société civile de la politique nationale de défense, trouver des voies et moyens pour une paix durable dans la partie est de la RDC. C'est que la guerre qui se passe dans notre pays est une guerre économique. On est à la recherche des richesses congolaises, notamment les coltans, l'or, les diamants, la cassiterite, les pyrochlores ou les nobium. Lorsque le peuple comprendra cela, lorsque toutes les autorités comprendront cela, ce sera le but de la fin. Le gouvernement a sorti maintenant la politique nationale de la défense est un outil important et nécessaire
pour assurer la défense nationale. C'est aussi une occasion de mobiliser les jeunes et les femmes à s'enrôler dans l'armée en vue de stopper l'avancée du M23 dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est à l'État maintenant de changer la formation morale aussi de nos militaires qui doivent maintenant intégrer, qui sont au service de la population. Parce qu'il est difficile de gagner une guerre lorsque vous n'êtes pas en bon terme avec la population. Dans la formation de nos militaires, désormais, ils doivent oublier civil Azamonguna Nayote. Ces jeunes se sont portés volontaires pour rejoindre les rangs de l'armée en vue de combattre les forces négatives et à assurer l'intégrité du territoire national, a souligné le coordonnateur de la société civile, Abbé Baala Jean Bosco. Rétablissement de paix dans l'est de la RDC, le Kenya dit toujours être derrière le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour en finir avec le mouvement rebelle le M23. Le président de la Chambre haute du Parlement kenyan et le président du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac en séjour à Kinshasa l'a dit à son homologue congolais Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Plus de précisions avec Sylvie Mouembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko. La mauvaise volonté du Rwanda qui rejette les accords de Nairobi et Luanda sur le cessez-le-feu et ne dépit de l'activisme meurtrier du groupe terroriste M23, la République démocratique du Congo peut encore compter sur l'implication particulière du Parlement kenyan et de tout le Parlement de la région des Grands Lacs à l'exception du Rwanda. Le sujet a été largement discuté entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, et le speaker de la Chambre haute du Kenya et président du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Nous sommes convenus qu'en tant que Parlement, nous devons vraiment se mettre et s'asseoir pendant que la région se brille. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est les conflits dont on parle, des conflits dans la partie est de la RDC. En tant que Parlement, nous devons jouer un rôle pour être sûr, s'assurer que la paix soit restaurée, non seulement dans la partie est de la RDC, mais dans la région tout entière. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué l'implication visible du Kenya dans la résolution de cette crise en RDC dans sa partie est. Dans cette lutte contre l'agression, les forces kenyanes nous accompagnent. Et pour qu'une force d'un pays étranger entre dans un autre pays, il faut quand même l'accord souvent du Parlement du pays. La République démocratique du Congo n'attend que les sanctions contre le Rwanda lors de la prochaine rencontre du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Dernier virage avant l'arrivée du pape François en RDC. Les souverains pontifs arrivent dans pratiquement 3 jours. Les réunions se multiplient pour s'assurer de l'évolution de préparatifs d'accueil. Aujourd'hui, le Premier ministre a réuni toutes les commissions préparatoires pour une dernière évaluation. Une communication importante liée à l'accès sur le site est attendue dans les heures qui suivent. Plus de précisions dans ces reportages signés Pati Tondouango, Bienvenue Loussala et Julien Piana. Tout est presque prêt dans l'organisation de l'arrivée du pape François le 31 janvier 2023 en République démocratique du Congo. Pour les derniers réglages, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président du comité d'organisation de cet événement historique, a réuni à l'immeuble du gouvernement les membres des différentes commissions préparatoires, l'Église catholique, le gouvernement et les experts. Tout se déroule de la meilleure manière, a affirmé Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique. C'était une réunion pour définir le dernier détail avant l'arrivée du pape, une réunion dans laquelle chaque membre du gouvernement et chaque membre de la commission de l'Église aussi qui prépare la visite a exprimé un peu le travail qui a été fait et le détail qui manque pour faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est à nous de faire ensemble un travail pour que le pape soit bien accueilli parce que tout se déroule dans la manière la meilleure possible. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, invite une fois de plus les Congolais à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife, non seulement en sa qualité d'autorité spirituelle, mais également en tant que président de l'État du Vatican. Vous savez que depuis l'annonce de l'arrivée du Saint-Père, le Premier ministre, qui est en réalité le président du comité d'organisation,
organise tous les jeudis des réunions de concertation avec l'Église. Ici, vous aviez toutes les commissions, communication, sécurité, protocole, parler des derniers réglages et des informations pratiques qui doivent être communiquées aux fidèles, par exemple sur l'accès sur les sites et les autres questions. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, suit de près l'évolution des travaux préparatoires de ces grands événements. L'RDC prend la tête des Loada pour cette année 2023 pour accompagner la mandature de chef de l'État à la présidence tournante de cette organisation. Bientôt, un comité sera mis en place. Ce comité se chargera de mettre en place de stratégies et de mécanismes. Plus de précisions dans ces reportages signés Emmanuel Commissaire. Cette première rencontre de la ministre d'État Rose Mutombo Kiese avec les représentants des institutions et ministères concernés pour la mise en place d'un comité devant accompagner la mandature du chef de l'État à la tête de l'OADA durant cette année 2023. Il est question de réfléchir sur les stratégies et actions à poser pour la réussite de la mandature de la RDC à la tête de l'OADA depuis le 1er janvier 2023 à la présidence tournante de l'OADA, succédant ainsi à la République du Niger. Cette présidence coïncide avec les 30 ans d'existence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le mois prochain, les activités vont commencer. On a intérêt qu'on ait une feuille de route qui sera possible d'exécuter pour qu'à la fin de notre mandat, que nous puissions dire que nous avons contribué à la réussite de l'OADA et à l'avancement de cette organisation. Pour le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale et président du comité des experts de l'OADA, la présidence tournante à la tête de l'OADA. En tout cas, nous sommes déterminés à porter très haut notre flambeau, notre drapeau national, et à faire en sorte que l'OADA puisse, après cette présidence de la RDC, connaître un tournant déterminant. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une organisation communautaire créée le 17 octobre 1993 par le traité de Port-Louis de l'île Maurice. Elle poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les 17 pays membres qui la composent dans le but d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires au sein des États membres. Tous les instigateurs impliqués dans l'affaire Kamwina Sampou et les auteurs des crimes commis dans l'est du pays seront dans le prochain jour sur le banc des accusés, ceci dans le cadre de la politique transitionnelle. Communication faite par le ministre des Droits humains Fabrice Albert Pouella lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Plus de précisions dans ces reportages signés Iverson Kabouaba et Régis Kanzondi. Faire la rétrospective sur les aléas du respect des droits de l'homme durant l'année passée avec la violation des droits humains dans l'est de la RDC, l'agression rwandaise sous la couverture du M23 sont entre autres thématiques abordées par l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ à l'occasion d'échanges de vœux avec ses partenaires en vue de mieux projeter le rôle de cet organe dans l'exercice de ses fonctions. Ces cadres d'échange témoignent la volonté de tout un chacun engagé pour le respect des droits de l'homme, a expliqué ici son président, Maître Georges Kapiamba. Tous les rapports disponibles indiquent que la République démocratique du Congo est victime d'une agression pour des raisons économiques et hégémoniques. Sur cette question, la CAJ salue la bravoure du peuple congolais et de toutes les institutions dont la mobilisation a débouché sur la condamnation unanime du Rwanda par la communauté internationale. Appliquer la justice transitionnelle avec objectif principal de poursuivre les instigateurs impliqués dans l'affaire Kamwina Sampou, ainsi que les auteurs des crimes dans la partie est du pays, a plaidé le ministre des Droits humains, Fabrice Pouella, dans sa casquette de l'activiste des droits de l'homme. Sur le plan international, dans le cadre des Nations Unies, il a été mis en avant le concept de justice transitionnelle, qui veut que même s'il n'y a pas une condamnation préalable, il faut non une indemnisation qui est rattachée à une condamnation préalable, mais une réparation. L'hôtel du Fleuve a servi de cadre pour la tenue de cet échange de vœux en présence de plusieurs personnalités, notamment le professeur Luzolo Bambilesa, ainsi que les étudiants en droit tous.
avec une même vision, le respect des droits de l'homme. L'insalubrité à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC vit certainement ces derniers jours. La vice-première ministre de l'Environnement tape du poing sur la table. F. Bazaïba a réuni les experts et acteurs impliqués dans le secteur de l'environnement pour peaufiner de stratégies. C'était au cours d'un atelier axé sur la problématique de gestion et des déchets en RDC. D'autres explications dans ces reportages de Francine Atomis. Ces assises organisées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour objectif réunir les acteurs clés et partenaires techniques et financiers en vue de réfléchir sur les différentes thématiques qui seront traitées au cours de ces 3 jours, à savoir la gestion des déchets dans le cadre de l'économie circulaire qui est un mécanisme de financement durable et efficace. Dans son allocution, la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, sollicite l'implication active de tous les participants afin qu'à l'issue de ces travaux, qu'il n'y ait ni feuille de route des activités prioritaires pour améliorer la gestion des déchets en République démocratique du Congo. La question ou la problématique des déchets au cours de ces dernières années, dernières décennies en République démocratique du Congo est devenue une préoccupation majeure. Et dans la recherche des solutions à cette épineuse question de l'insalubrité qui gangrène notre pays, les grands centres urbains, les grandes agglomérations, essentiellement la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, j'ai pensé qu'il y avait urgence finalement de réunir tous les acteurs, tous les experts du domaine pour échanger afin qu'il soit créé ou mis en place un mécanisme conjoint de gestion des déchets en République démocratique du Congo. Par ces petits propos, je lance donc l'ouverture de l'atelier sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Cet atelier lancé ce jeudi 26 janvier par la patronne de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, va prendre fin le samedi 28 janvier 2023. Comment se font les signatures des contrats dans les domaines des infrastructures entre le gouvernement congolais et les entreprises sous-traitantes? Eh bien, la question a fait le tour de table de discussion entre le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Suivant. Le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizarro Mouvouni, a accordé son hospitalité au directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katem Kachal. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment la signature des contrats dans le domaine des infrastructures entre l'État et les entreprises sous-traitantes à l'actionnariat congolais. Je viens d'échanger avec son Excellence le ministre d'État. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la sous-traitance est seulement minière. Dans la zone minière, non, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. Développer la classe moyenne n'est pas seulement une affaire du chef de l'État lui-même. Le président de la République a donné sa vision et tous les Congolais, nous sommes derrière lui pour l'appuyer dans cette vision. Le numéro 1 de l'RSP, l'honorable Miguel Katem Kachal, en appelle donc à tous les Congolais de s'approprier la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de créer une classe moyenne véritablement congolaise. Développer la classe moyenne, ça n'a pas commencé seulement en République démocratique du Congo, ça existe déjà dans d'autres pays où nous avons vu la naissance des milliardaires. C'est au travers cette même loi qui favorise aussi les nationaux à participer dans la chaîne des valeurs de leur pays. Donc si nous parlons de la reconstruction de la République démocratique du Congo, il doit y avoir aussi la participation des Congolais. Donc c'est rassurer que les sociétés qui construisent, ce sont des sociétés de droit congolais, même s'il y a des étrangers, mais qu'il y ait aussi l'actionnariat des Congolais qui accompagnent. Depuis son accession à la tête de la RSP, l'honorable Miguel Katem Kachal ratisse large pour promouvoir la classe moyenne RD congolaise.
Fiscalité et développement en RDC, enjeux et défis à relever, thème débattu pendant 2 jours à Lubumbashi au cours d'une conférence débat organisée à l'intention de personnel académique et scientifique de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Jean-Pierre Ndolo Demazo pour les commentaires. Le forum de 2 jours a permis aux éminents orateurs de plancher sur différents thèmes en rapport avec la fiscalité et le développement en RDC. Le premier intervenant, le professeur Grégoire Bakandeja, a centré son exposé sur la décentralisation fiscale et financière en RDC. Selon ce dernier, cette décentralisation financière est un échec. Pour sa part, le professeur ordinaire Évariste Mabimoulumba a tablé sur la question de fiscalité minière après la révision du code minier en RDC. Il a étalé les forces et faiblesses du code minier de 2018. Pour lui, la RDC regorge d'importants minéraux et des réserves mondiales, mais sa population croupit dans une pauvreté extrême. Le professeur Michel De Wolf de l'Université catholique de Louvain a quant à lui parlé de la question du fédéralisme fiscal dans l'Union européenne. Il a brandi 3 ressources de l'Union européenne qui devraient servir d'enseignement pour la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'IEC, le professeur Armand Kabangué, qui a ouvert et clôturé ses assises de haute portée scientifique, s'est dit satisfait des objectifs atteints au regard de la pertinence des sujets abordés. Au nom du comité de gestion, de tous les corps académiques et personnels, nous disons merci aux conférenciers qui ont bien voulu contribuer à la formation continue de nous tous. Rassurez-vous que dorénavant, nous vous comptons parmi nos personnes ressources auprès desquelles nous ne cesserons de faire répondre en cas de besoin. La conférence débat sur la fiscalité et le développement a vécu à la grande satisfaction de tous les participants. Et pour finir, des sacs de riz, des poissons, de mousse remis aux prestataires sociaux de la province du Sud-Ubangui, un don du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Plus d'explications dans ces reportages. Sous la pression du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Charles Moudiaï Kazadi, par le truchement du directeur provincial du Grand Équateur, Kokate Nabou, vient de redonner le sourire aux prestataires sociaux de la CNSS Sud-Ubangui et à la population de cette partie de la République. Vous en doutez, ces personnes de 3e âge viennent de bénéficier d'une libéralité, chacune d'une bonne quantité de riz, de haricots et de poissons, auxquels il faut ajouter un lot important de matelas destinés à quelques hôpitaux de référence et centres de santé de la province. La remise symbolique de ces vivres et matelas a eu lieu ce lundi 24 janvier à l'enceinte du bureau de la CNSS Sud-Ubangui au cours d'une cérémonie présidée par le responsable du bureau, Célestin Nalengue Wibina, en présence du délégué syndical Crispin Mbongi Massia et des agents et cadres de la CNSS Sud-Ubangui. Prenant la parole à cette occasion, le responsable a d'abord rendu ses hommages au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a exprimé sa gratitude au directeur général de la CNSS, sans oublier son directeur provincial, pour avoir pensé aux prestataires sociaux de la CNSS, personnes de 3e âge, et à la population du Sud-Ubangui. En commençant par le président de la République, auquel nous sommes sous sa gestion. Et c'est l'action sociale qu'on a programmée, c'est à partir de son gouvernement. Monsieur le DG, le directeur général de la CNSS, on doit lui remercier sincèrement pour l'acte posé en face des hommes de 3e âge. Donc le vieillard et les orphelins en ont bénéficié. Et surtout, le directeur provincial aussi, il a fait cet acte pour les hommes de 3e âge et la population du Sud-Ubangui. L'un des bénéficiaires n'a pas manqué de livrer ses impressions. Nous sommes vraiment très contents de l'acte posé par la CNSS. À l'occasion, nous allons inviter aussi à la population de pouvoir adhérer massivement à la CNSS pour essayer de donner des contributions pour qu'à la longue, cet acte soit plus grandiose que ce que nous avons réussi aujourd'hui. C'en est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal réalisé par Obio Mustafa, Papi Ngina Maouje, Toulousaki et Mami Timba. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h Anita Luambachala pour d'autres sujets d'actualité. Dans l'entretemps, restez branchés sur nos antennes pour suivre en direct le match de quart de finale du CHAN 2023. Au revoir. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer
C'est notre devoir.